Salut tout le monde. Bon, pour l'instant, il n'y a personne, mais bon, il y aura peut-être des gens tout à l'heure. Donc, j'attends que vous arriviez en masse. Checker mon tel avant. Hop. Et donc, du coup, l'idée, c'est de continuer la discussion sur le Félicien Faury. Et les électeurs ordinaires donc de Félicien Faury. Encore une fois, je redis que je mets le bouquin en électronique, mais je l'ai acheté, je l'ai lu en vrai. Je suis pas en train de piquer une version machin pirate. Et donc, continuer la lecture donc qu'on avait commencé. Sur le racisme et donc tout cet effet en fait qui était développé là dans le premier chapitre, enfin dans cette partie du premier chapitre pardon, sur le fait que on peut avoir des ressorts racistes qui lient en fait toutes les questions sociales aux questions raciales et tout peut être vu. Donc il prend l'exemple de un chômeur, 1 million de chômeurs c'est 1 million d'immigrés de trop, ou à la fois les chômeurs qui qui piquent le travail, mais qui a aussi profitent des allocations chômage. Donc du coup on peut voir ça sous plein d'aspects. Voilà. Et effectivement, il y a un aspect aussi très clair dans le racisme qui fait qu'appauvrit en fait, criminalise, appauvrit en fait une fraction de la population, une fraction racisée, subalterne, et ça vient en fait en quelque sorte vérifier, confirmer par un biais ce racisme-là, okay, tout en alimentant aussi des fantasmes. Là, c'est ce qu'on va voir là-dessus, sur notamment qui bénéficie des aides, etc. Donc, les électeurs du RN ne sont pas contre la redistribution, c'est pas des gens qui sont contre l'État et contre les aides sociales, mais c'est salut Super Fabrice, ça va? Et du coup, c'est un exemple de comment expliquer. C'est un exemple de je sais plus ce que je disais, fuck. Je me suis fait avoir par le message. Du coup, on va continuer la lecture tranquillement. Je check juste mes messages viteuf avant. Ok. Alors, je lis ça tout à l'heure. Du coup, tu disais qu'il n'était pas contre l'État. Oui, voilà, merci. Pas contre la distribution. Il était pourtant la redistribution, mais il pense que celle-ci, elle est inégale et elle va surtout aux racisés, alors que c'est eux qui bossent beaucoup, etc. Et c'est eux qui devraient avoir le fruit de leur travail. Donc il y a cette espèce à la fois de fantasmes et à la fois de trucs qui sont ancrés du fait eux bénéficient moins d'aide sociale parce qu'ils sont moins pauvres. Ok. Donc on va continuer la discussion. Bienvenue à toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre. Donc je redis, on lit le Félicien Faury des électeurs ordinaires sur l'électorat RN. On a le premier épisode en replay sur YouTube et là on continue là-dessus. Donc il s'agit maintenant de continuer la discussion sur donc ce que je viens d'expliquer, cette espèce de à la fois de prophétie autorisatrice du racisme qui consiste à constater en fait l'appauvrissement d'une partie en dessous de toi à laquelle on ne veut pas ressembler, à la fois constater le lien qu'il peut y avoir entre la race et différentes différents trucs sociaux, hein. Je prenais l'exemple des chômeurs en trop, à la fois où l'immigré peut être quelqu'un qui pique le travail, mais il peut être aussi quelqu'un qui pique les aides pour les chômeurs. Donc on continue. Laxisme de l'État. Cette conviction qu'il existe 2 poids 2 mesures au détriment des Français ne concerne pas seulement l'octroi d'aides et de ressources par l'État social.
Elle se déploie également dans les jugements portés sur d'autres institutions, et en premier lieu les institutions comme la police et la justice, jugées insuffisamment efficaces dans leurs fonctions répressives. En effet, de la même manière qu'on reproche sa trop grande générosité à la main gauche de l'État, on blâme sa main droite pour son laxisme. Alors, attends, est-ce que je vais pas modifier? Est-ce que je peux mettre une seule page? Est-ce que c'est mieux pour lire ça? Ouais, ça me paraît mieux. Ok. On blâme sa main droite pour son laxisme. Au sein du groupe enquêté, il existe un large consensus sur le fait qu'il existe en France, donc le groupe enquêté, c'est le groupe sur lequel il enquête, évidemment dans le sud-est de la France. Un large consensus sur le fait qu'il existe en France une grande tolérance vis-à-vis des comportements illégaux et incivils. À chaque fois, la faute n'est pas réellement rejetée sur les agents policiers eux-mêmes, mais sur leurs supérieurs, le préfet, l'État, les autorités, les politiques. Ce sont les élites administratives et politiques qui ferment les yeux et laissent faire, tantôt par incapacité, tantôt par stratégie, pour ne pas faire de vagues. Cette permissivité étatique est perçue comme d'autant plus injuste qu'elle semble appliquée inéquitablement. L'État est ainsi accusé d'une gestion différentielle des illégalismes. Mais ici, à l'avantage de la petite délinquance et de ses auteurs. La sanction est réputée bien plus systématique lorsqu'il s'agit de coller un PV parce que vous n'avez pas mis la ceinture ou vous avez dépassé de 10 km/h la vitesse autorisée que lorsqu'il faut mettre fin par exemple à des trafics de drogue, aux rodéos nocturnes ou aux fraudes dans les transports en commun. Comme me l'affirme Chloé, 32 ans, employée dans la restauration, la police est toujours là où il n'y en a pas besoin. Donc là c'est Chloé qui parle, qui est interrogée. La présence policière, elle est où il n'y en a pas besoin en fait. La police, elle va où elle a le droit de faire quelque chose. Là où elle peut faire quelque chose. L'autre jour, j'ai vu un monsieur à 7h du matin qui s'est fait arrêter par la police donc où il était en trottinette électrique. Ils lui ont demandé son assurance pour la trottinette. Ils lui ont dit qu'il n'avait pas son gilet. Et ils lui ont fait à lui, mais voilà, on sait très bien qu'il ne l'aurait pas fait à n'importe qui. Donc là, wink, 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 wink. Dog whistle. Comme par hasard, ça va être le mec qui part travailler à 7h du matin, blanc, tranquille. Ah bah là, il n'y a même pas de dog whistle, ok. Et par contre, la racaille qui est en trottinette électrique, ça, même pas ils essaient, quoi. On le sait, ils sont tranquilles, quoi. Ce sont des illégalismes populaires qui sont ici visés, mais ceci à nouveau se spécifie par la convocation implicite ou explicite de figures racialisées, mises en contraste avec des incarnations de la respectabilité. Ici donc, un homme blanc travailleur tranquille à 7h du matin. Voilà. À 7h du matin, tu trouves plus des racisés qui partent travailler que des hommes blancs, mais ça c'est encore un autre problème. On retrouve la même logique d'inversion du discours repérée plus haut. Beaucoup des électeurs interrogés semblent convaincus qu'il existe une clémence étatique particulièrement forte à l'égard des jeunes de banlieue ou de la racaille. Expression généralement utilisée pour désigner de jeunes hommes de classe populaire, le plus souvent non blancs, alors qu'on sait qu'ils représentent au contraire une véritable clientèle policière quotidiennement ciblée par les forces de l'ordre. De façon similaire, la situation carcérale m'est régulièrement décrite comme très et donc trop confortable pour les détenus. Donc la police et le Club Med, c'est un truc qu'on entend régulièrement à droite et à l'extrême droite. L'emprisonnement est souvent qualifié sous les traits de l'humour comme une expérience tranquille, cool, proche du centre de loisirs ou du séjour de vacances. On m'évoque ainsi les PlayStation dont bénéficieraient les détenus et on compare parfois la prison au Club Med. Ah bah tiens, magnifique exemple. Donc les PlayStation, pour info, le seul que je connais qui a reçu une PlayStation en prison, c'est Breivik, l'assassin d'extrême droite, condamné à perpétuité pour le massacre de 70 personnes. Bon bref. Il a donc une PlayStation 1, lui. Je crois qu'il a fini par l'obtenir. Philippe, commerçant de 55 ans, m'indique que son épouse travaille dans une société de nettoyage qui a pour cliente une institution pénitentiaire située à proximité de sa commune, et qu'elle se retrouve de ce fait en contact avec des responsables de la prison. Aïe aïe aïe, on lui en raconte. Ah oui. Me rapportant ces paroles, Philippe m'assure que quand les détenus cassent leur télé, faut leur remplacer direct. Donc ils cassent tout, leur télé, et ensuite on leur change direct. Donc il faut tout le temps changer, tout réparer. Et ceux qui paient, c'est nous. C'est toi, c'est moi. Faut pas l'oublier. Donc voilà. Salut, Jazdia. Ceux qui paient, c'est nous. Ah là là, la prison est donc appréhendée là aussi à l'aune de ses coûts pour la collectivité financés par le contribuable, qui pour être utiles sont jugés excessifs. Donc on aime bien la prison, mais quand même,
La collectivité, c'est trop cher. Comme le résume Michel, cité plus haut, en prison, il n'y a que ça, et ça nous coûte cher. Donc il n'y a que ça, hein. Vous savez ce que ça veut dire, il n'y a que ça. Des racailles, des non-blancs. Pour beaucoup d'électeurs rencontrés, il s'agit là d'un coût supplémentaire indirect de l'immigration. Donc vous notez, il n'y a que ça en prison, mais pourtant ils ne sont jamais arrêtés par la police, parce qu'ils essaient même pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours cette contradiction-là en permanence à l'intérieur de la conscience de ces gens-là. C'est ça qui est rigolo, hein. Le mec, il explique qu'ils sont jamais embêtés par la police, mais il n'y a que ça en prison et ils cassent tout, il faut tout payer. Voilà. Donc cette contradiction-là, elle est assez emblématique, je pense, de plein de contradictions qui existent à l'extrême droite. Il existe ainsi chez les électeurs RN la conviction qu'une préférence étrangère est à l'œuvre également en matière de répression. Fermeté de l'État pour nous donc les Blancs, excessive tolérance et permissivité pour eux. Alors il cite « Je m'aperçois qu'ils ont plus de droits que nous », résume une enquêtée. Marie, ancienne employée maintenant à la retraite. L'accusation porte non seulement sur la partialité et l'injustice de l'État, mais aussi sur sa complaisance, son laxisme, au fond sa faiblesse vis-à-vis de groupes désignés comme repoussoirs. Salut Clisten31, bienvenue. Donc pour la première fois que peut-être tu nous suis, on lit donc le livre de Félicien Faury sur et c'est des électeurs ordinaires et c'est la partie 2, la partie 1 elle est en replay sur YouTube et donc je lis le livre et je commente, voilà. Donc bienvenue donc à toi. Du coup, l'accusation porte non seulement sur la partialité et l'injustice de l'État, mais aussi sur sa complaisance, son laxisme et au fond sa faiblesse vis-à-vis de groupes désignés comme repoussoirs. Y compris dans ses fonctions répressives et sécuritaires, l'État est jugé, comme je l'ai souvent entendu, trop gentil, n'utilisant jamais tous les moyens à sa disposition, et en particulier la contrainte physique légitime. Ok ? Pour faire respecter les principes qu'il a pourtant lui-même institués. Le sentiment de respecter les règles, très présent chez mes interlocuteurs, contraste avec la permissivité dont bénéficient à leurs yeux certaines minorités. Leur bonne volonté légaliste, comme auparavant leur bonne volonté fiscale, se retrouve à nouveau lésée. Ok, donc c'est des gens qui sont persuadés d'être lésés, de suivre bien les lois, etc., et que les non-blancs les suivent pas, et c'est eux qui payent, évidemment, avec leurs impôts, parce qu'eux, ils sont légalistes. Voilà. Et c'est eux qui se font des contraventions, etc., etc. C'est ce qui explique, pour partie, leur sensibilité au discours politique exigeant un durcissement systématique des sanctions policières et judiciaires, la tolérance zéro, le respect des règles, si t'es pas content, tu dégages. Contre-coup de ce sentiment que l'État, et derrière lui les élites gouvernantes, ont résolument choisi leur camp social et moral, et ce camp n'est pas le leur. Ok ? Donc c'est toujours très intéressant, cette double conscience en permanence là-dessus. Un autre exemple, la dégradation de l'offre scolaire. C'est assez aussi important là-dessus, concernant le racisme et la position raciale des électeurs du RN. Alors, chez ces électeurs du RN du sud de la France, la forte défiance vis-à-vis de l'État ne porte pas, il est important de le noter, sur la puissance publique en elle-même, mais plus précisément sur ses choix de redistribution en matière économique et sociale et sur ses performances en matière de contrôle et de répression des populations. Donc ils ne sont pas opposés à l'État, c'est pas des libertariens, hein, on se rappelle de ça. Si des attachements à l'État persistent, les institutions étatiques sont perçues de façon croissante comme injustes et défaillantes. De ce fait, je constate durant mon enquête qu'une constante suspicion s'exprime à l'encontre des institutions du service public. Parce que l'offre des services fournis par l'État n'est pas homogène. Donc ça, c'est parce qu'évidemment, selon l'endroit où tu habites, il n'y a pas la même offre des services. La concurrence inégale dans l'accès aux ressources publiques donne lieu à tout un ensemble de classements symboliques de leur qualité, circulant dans l'espace local. Donc il y a des endroits où les services sont meilleurs que d'autres, et en concurrence. C'est particulièrement le cas pour le choix des écoles. Sur mon terrain, comme ailleurs, les établissements scolaires publics pâtissent d'une mauvaise réputation. Dans le territoire étudié, la conviction que le public s'est dégradé semble très largement partagée, et il n'est un secret pour personne que l'inscription dans les écoles privées, réputées plus sûres et de meilleur niveau, doit être demandée très en amont, car les listes d'attente ne cessent de s'allonger. Donc là, il y a une volonté active, en fait, on va voir, de pas aller dans le public, de ce point de vue-là. Ok ?
La faible sélectivité de l'école publique, a fortiori lorsqu'elle se situe dans des quartiers relativement pauvres, entraîne une suspicion quant à la qualité réelle de la préparation aux examens nationaux. Ok, pour des parents vivant dans ces quartiers, placer ses enfants dans le public, c'est les exposer à l'incertitude sur l'environnement et la valeur de l'enseignement dont ces derniers vont bénéficier. Donc ça, a priori, un grand classique. L'inquiétude, elle est générique. Hein. C'est pas que les gens d'extrême droite qui pensent ça, malheureusement. Cette inquiétude est partagée par Lucie, mère de 3 enfants âgés de 47 ans, issue d'une famille d'indépendants. Lucie a travaillé comme employée dans la privée avant de décider de se consacrer entièrement à l'éducation de ses enfants. Son mari, Stéphane, a été employé dans une institution publique pendant de nombreuses années avant de passer à son compte pour exercer en libéral. Si cette évolution professionnelle a permis une hausse du revenu de leur ménage, l'augmentation parallèle des prélèvements est perçue comme particulièrement injuste, venant comme annuler les efforts consentis pour parvenir à cette situation. Ainsi que chez d'autres électeurs précédemment, Lucie exprime ce sentiment de se situer dans une position sociale médiane fragilisée. Cette mauvaise tranche, dit significativement Lucie en décrivant sa situation à l'aune de ce ressentiment fiscal. On est dans la plus mauvaise tranche des moyens, c'est-à-dire qu'on n'est pas assez bas dans les moyens pour avoir des aides, et on n'est pas assez haut pour pouvoir supporter. On est vraiment au milieu, entre les deux. Mais plus vers le milieu bas que dans le milieu haut. Ce qui fait qu'on est juste à la limite pour avoir droit absolument à rien. Et qu'une fois qu'on a payé, il nous reste juste de quoi payer la maison, manger, et voilà. C'est comme si on était des voleurs chez nous dans notre propre pays. On n'est pas les bienvenus dans notre propre pays. J'aime bien le passage logique entre les deux phrases. On a le droit à rien, et une fois qu'on a payé, il reste juste de quoi payer la maison, donc déjà la maison, manger et voilà. Donc on est déjà sur des... Mais surtout, on n'est pas les bienvenus dans notre propre pays. Donc ils attendent en fait un des meilleurs soutiens de l'État, visiblement, c'est ça. Sans être opposé au principe du soutien aux plus pauvres, les gens qui sont dans le besoin, ça peut être nous demain, donc je ne demande pas qu'on supprime tout, ok. Lucie juge que le système de redistribution est trop généreux. Je ne demande pas d'aide, je demande juste qu'à un moment donné, on distribue un peu moins facilement. Avec un seul revenu pour payer la maison et les études des enfants, les fins de mois sont comptées et les vacances se font rares, malgré tout le travail fourni. Ok. Mon mari bosse tous les jours du lundi au dimanche, ce n'est pas normal qu'on vive comme ça. Les 3 enfants de Lucie ont été placés dans l'enseignement public durant toute leur scolarité pour des raisons financières. Les écoles privées, visiblement à l'endroit où elles sont très chères. Mais aussi éthique. Athée convaincue, Lucie refuse que ses enfants reçoivent une éducation dans un cadre religieux. Cet attachement à l'école gratuite et laïque se teinte cependant d'une forte appréhension due à la dégradation, à ses yeux progressive et constante des écoles publiques de son secteur. Par une stratégie de compensation, elle va investir personnellement l'institution scolaire en devenant par exemple représentante des parents d'élèves de la classe de son fils, en rencontrant ses professeurs et en suivant en détail l'évolution des programmes, etc. Elle fournit également un important travail parental d'encadrement du travail scolaire de ses enfants, reprise et suivi des devoirs à la maison, et de surveillance des sociabilités enfantines et adolescentes par une attention soutenue à leur sortie et leur fréquentation. Ne pas traîner après l'école, ne pas sortir avec n'importe qui, etc. etc. Cet investissement traduit le sentiment qu'être derrière ses enfants devient une nécessité face à un encadrement éducatif qui n'est plus assuré par l'école. Si Lucie est sévère avec certaines familles dont elle juge qu'elles tirent vers le bas l'école publique en laissant leurs enfants livrés à eux-mêmes, elle est aussi face au recours à l'école privée de certains parents, comme c'est le cas de mères qu'elle connaît personnellement et qu'elle essaie de convaincre de rester dans le public. Je leur dis, mais relevez le niveau. Salam, salut Mounira, ça va ? Ce recours croissant au privé par les ménages qui en ont les moyens entraîne en effet, par agrégation, un recrutement objectivement plus populaire au sein des établissements publics qui nourrit encore davantage leur mauvaise réputation. Donc là, on a un effet de cercle vicieux où les gens, alors, c'est pas parce qu'ils sont riches qu'ils ont un meilleur niveau, mais en tout cas, ils ont un meilleur niveau perçu. Et du coup, ça change en fait la physionomie sociale de tout un groupe. Si les riches se barrent et quittent le public pour aller dans le privé, en parallèle évidemment, ce que ça va amener, c'est que dans le public, on a les personnes qui sont les plus pauvres et les moins riches. Donc on a cet effet de ségrégation. Donc là, la ville où j'habite là, par exemple, c'était typiquement le cas en banlieue parisienne, une banlieue encore un peu pas encore trop ségrégée. Et on a cet effet-là où la quasi-totalité des blancs ici ont mis leurs enfants dans le privé, au collège
et ont laissé le collège, on délaissé le collège local. Alors, à nouveau, cette hiérarchisation entre public et privé est le plus souvent appréhendée et relayée selon des schémas ratios. Donc ça, c'est aussi important, comme j'expliquais. Pour Lucie, comme pour les autres électeurs interrogés, la dégradation des établissements publics locaux se manifeste en premier lieu par le changement de leur population, entre guillemets. En 5 ans, j'ai vu la différence de population, m'affirme Lucie. C'est-à-dire concrètement la présence croissante d'élèves et de parents non blancs dans les classes et à la sortie des écoles. Le déclassement social des écoles publiques est ainsi d'autant plus visible qu'il est perçu racialement et d'autant plus difficile à enrayer que cette perception renforce par circularité les pratiques d'évitement des ménages blancs. Donc la phrase elle est bien compliquée, mais ce que je parlais tout à l'heure de cercle vicieux, c'est à partir du moment où parce que t'es raciste, tu penses que l'école va être dégradée en mettant pas tes enfants quand t'es blanc à l'école publique, tu les enlèves de l'école publique, tu désertes l'école publique et tu renforces en fait la non-blanchité de cette école publique, venant par là même justifier ton propre racisme. Donc c'était un des effets assez intéressants de la structuration du racisme, ce système-là, de cercle vicieux. Donc ça c'est très bien montré ici. Ne pouvant plus accorder sa totale confiance à l'institution scolaire publique, Félicien Faury, les Stéphanois, lol. Je te rappelle que j'ai été Stéphanois aussi, hein. Ça arrive à des gens très bien, dont moi. Cet investissement coûteux en temps et en énergie a porté ses fruits. Ces deux filles font de belles études scientifiques, ce qui peut lui confirmer que le jeu en valait la chandelle et que ses choix parentaux étaient les bons. Mais cette satisfaction n'amoindrit pas pour autant son profond mécontentement récurrent dans les entretiens menés face à une situation où ce sont les efforts individuels qui doivent compenser, ce qui devrait être, selon elle, garanti de façon collective. Ok, donc si ces enfants ont réussi, c'est parce qu'elle était derrière, mère au foyer visiblement, et pas parce que l'école a fait ça. Durant nos discussions, Lucie se dit épuisée et m'avoue avoir envisagé de placer son plus jeune fils à l'école privée. Moi, des fois, j'en avais tellement marre, je disais à mon mari, je me demande si je vais pas mettre mes convictions de côté et mettre le dernier dans le privé. Se retrouver à envisager une telle option est vécu comme anormal et injuste, et d'autant plus que, rappelle-t-elle, on paye des impôts. Théoriquement, c'est pour le fonctionnement des écoles. Ce qui se joue autour de l'enjeu fiscal se rejoue sur la scène scolaire. Le sentiment de contribuer fortement à la solidarité collective, sans rien ou trop peu recevoir en retour. Alors là, encore une fois, l'évitement scolaire, c'est un truc qui est très très fort et qui est très connu maintenant et qui est bien étudié ici, on va voir, qui permet en fait vraiment, on l'a tous vu les trucs, hein, c'est un truc de riche, là c'est un truc aussi de blanc. Enfin, en tout cas, c'est racialisé. Un autre aussi exemple, y compris dans le public, c'est le refus de la mixité. Donc, il y a un magnifique exemple, ça s'est passé à Paris dans le 18e. Le 18e, c'est un arrondissement qui a une grande division sociale. Et il suffit de regarder, c'est le boulevard Ornano. Donc, c'est un boulevard qui part de Barbès et qui va jusqu'à Porte de Clignancourt. Et ce boulevard, il divise le 18e en deux parties. À l'ouest, à gauche, c'est la partie Montmartre, c'est-à-dire la partie des bobos bourgeois. Et la partie de la gare du Nord, donc à l'est, où c'est là où tu as évidemment Porte de la Chapelle, tous ces coins-là, et qui est beaucoup plus rempli de logements notamment beaucoup plus pauvres et notamment sociaux. Et il y a un collège qui est du côté ouest et un collège du côté est. C'est vraiment un cas d'école. Et ce qu'avait voulu faire le rectorat à l'époque, c'est de scolariser moitié-moitié. C'est-à-dire, plutôt que de scolariser chacun des côtés, ils ont voulu scolariser une partie du côté est à l'ouest et inversement. Et il y a eu donc toute une levée de boucliers monstrueuse de tous les riches et de tous les blancs du côté ouest pour empêcher cet état de fait, c'est-à-dire empêcher le switch. Donc il y a de l'évitement passif, hein, on va dans le privé, mais il y a aussi, vous voyez, de l'évitement, la ségrégation active en fait, de ce point de vue-là. Donc ça existe aussi comme dynamique et c'est très très fort. On continue, l'évitement par le privé. Ce pas vers l'école privée, d'autres l'ont franchi. Beaucoup de personnes rencontrées, inquiètes tout à la fois des bons résultats et des bonnes fréquentations de leurs enfants, m'ont indiqué avoir préféré les placer dans les écoles privées malgré le sacrifice financier que cela implique.
Juste en passant, bon, c'est pas parce que je suis prof dans le public que je dis ça, mais que en termes de niveau, il vaut mieux aller dans le public. Les collègues, ils sont un poil plus formés que dans le privé. De ce point de vue-là, même le niveau, c'est pas clair en fait. Hein. C'est juste de la ségrégation par l'argent et la ségrégation raciale. Bon, après, c'est pas pour défendre le public au sens où j'aurais spécialement envie de défendre le public. C'est juste que je considère que quand même le manque de ressources, il n'est pas dû au fait qu'on paye trop d'impôts et qu'elles sont pas allouées. C'est qu'il y a un désengagement de l'État dans le public, quoi. Et ça, c'est indépendant complètement de qui le fréquente. Donc les écoles privées sont ainsi réputées de meilleur niveau, avec une sélection des élèves plus importante, des enseignants moins souvent absents, une discipline et une surveillance accrue pour les enfants et adolescents. Putain, la discipline et la surveillance, c'est fou ça quand même, que ça fasse triper des parents. Bref, la dimension probablement religieuse, catholique en l'occurrence, de l'enseignement privé n'est pas ici la raison principale pour laquelle les électeurs interrogés y inscrivent leurs enfants. Ouais, ça, je veux bien croire. Pour la plupart de culture catholique, mais non pratiquants, on y reviendra, ces parents assimilent l'enseignement religieux des écoles privées à des aspects plus culturels que cultuels. La tradition française, la morale qui y serait enseignée, et au fond surtout une bonne éducation. Ok. D'ailleurs, lorsque la religion est évoquée à propos des écoles, c'est bien souvent la religion musulmane qui est mentionnée, et ce à propos des écoles publiques. Tiens. De même que beaucoup m'affirment que certains établissements publics n'accueilleraient plus aucun Français. Donc voilà. Donc ça c'est assez marrant. Les gens ils s'en vont mais ils accusent culture judéo-chrétienne, camarades. Attention, plus que catholique. Carrément, ils ont rajouté le judéo en plus, mais grosso modo le judéo-chrétienne. Ah, c'est fou, hein. Alors, tout qui est mentionné. Marfim, certains établissements publics n'accueillent plus aucun Français. Moi, j'adore cette phrase. Certains établissements publics n'accueillent plus aucun Français, quoi. C'est fou. On me souligne la présence croissante de pratiques et de signes religieux liés à l'islam en leur sein. Donc, non seulement ils acceptent plus Français, mais on autorise, malgré toutes les lois, et d'ailleurs le seul pays sur Terre à mettre des lois anti-religion dans l'école publique, ils arrivent quand même à toujours penser que on a une présence croissante de pratiques et de signes religieux. On m'enjoint régulièrement d'aller observer la sortie de certaines écoles publiques afin de constater le nombre jugé scandaleux de mères, parfois de filles, portant des tenues vestimentaires rattachées à l'islam. Donc évidemment, on parle du voile. Les signes visibles de l'appartenance à la religion musulmane deviennent ainsi des indices tout à la fois de la pauvreté des familles inscrites dans tel ou tel établissement scolaire, et par suite les stigmates usuellement associés à les familles pauvres, indiscipline, violence, démission parentale, etc., et du communautarisme qui y serait à l'œuvre. Ok ? Ce marquage social et racial fonctionne comme un signal du niveau scolaire global présumé d'établissement, orientant les stratégies parentales de placement scolaire. Donc là, c'est quand même un peu la double peine, hein, puisque c'est quand même des gens qui évitent le public, et donc qui, et qui en fait font porter de leur propre évitement le fait qu'il n'y a plus aucun Français. C'est assez ouf. Dans les classements profanes qui circulent à propos des écoles du territoire étudié, le religieux sert ainsi, pour parler comme les statisticiens, de proxy de la race et de la classe. Pour les parents interrogés, placer ses enfants dans un établissement privé permet de leur assurer un environnement scolaire, certes catholique, mais surtout protégé des fractions racisées des classes populaires. Bon, ça c'est clair et net, hein. Vis-à-vis desquelles les préventions sociales et raciales s'entrecroisent et se nourrissent mutuellement. Ce besoin de sécurisation scolaire apparaît d'autant plus nécessaire que les personnes interrogées ont le sentiment de ne guère pouvoir compter sur leurs ressources propres pour assurer la réussite à l'école de leurs enfants. Donc là, évidemment, on touche à un truc important de l'électorat du RN, c'est que ce ne sont pas des pauvres, mais ce ne sont pas des riches non plus. Et ça, ils sont toujours à la limite de penser qu'ils vont basculer. Ok ? Du coup, ils n'ont guère de pouvoir compter que sur leurs ressources propres pour assurer la réussite de l'école de leurs enfants, ou du moins les protéger de l'échec scolaire. Il faut aussi rappeler que le niveau de diplôme est l'une des variables les plus prédictives du vote RN. Donc un faible diplôme. Ce qui ne veut pas dire nécessairement pauvre, c'est juste que le niveau de diplôme il est plus bas. Derrière ce résultat statistique, on retrouve chez ces électeurs des trajectoires scolaires souvent heurtées, relativement courtes, vécues difficilement. C'est ainsi un certain rapport à l'école, distant voire défiant, qui apparaît comme l'un des facteurs communs à une partie importante de cet électorat.
Durant ma recherche, beaucoup d'enquêtés m'indiquent ne pas avoir aimé l'école ou ne pas être pas fait pour les études, trahissant le désajustement entre leur propre socialisation et les attentes de l'institution scolaire. Ayant néanmoins tout à fait intégré pour leurs enfants la nécessité sociale des certifications scolaires, donc il faut absolument qu'ils aient des diplômes, les enfants, ces parents éloignés de l'école et de ses enjeux se retrouvent particulièrement sensibles aux incertitudes qui pèsent sur le vrai niveau des établissements publics auxquels ils sont rattachés par la carte scolaire. Le recours à l'école privée, malgré son coût élevé, leur permet ainsi, comme on me le répète à l'envi, d'être tranquilles, c'est-à-dire au moins partiellement libérés des inquiétudes qu'ils éprouvent au sujet de l'encadrement scolaire et culturel de leurs enfants. Pour ces parents, investir dans l'enseignement privé permet de compenser économiquement leur relative faiblesse en capital culturel, en particulier lorsque la situation familiale empêche un accompagnement éducatif quotidien et soutenu des enfants. Bon, je pense que c'est clair. C'est le cas de Monique, 57 ans, employée en CDI dans une entreprise de vente de médicaments. Elle est responsable des stocks, locataire d'un appartement dans lequel elle vit seule. Avec un père infirmier à l'hôpital public et une mère sans emploi, elle commence ses études qu'elle interrompt. Elle tente un BEP sanitaire et social qu'elle échoue à obtenir, avant d'être embauchée à 18 ans dans l'entreprise où elle travaille toujours au moment de l'enquête. À la suite de son premier divorce, elle se retrouve à devoir s'occuper seule de ses 2 enfants, pendant 14 ans me précise-t-elle, tout en conservant son emploi. Sa décision de placer ses enfants à l'école privée dès la maternelle est, au départ, motivée par le fait que seul ce type d'établissement autorisait dans sa commune l'inscription dès l'âge de 2 ans. Ouais, donc ça c'était une technique à l'époque d'inscription dans les écoles privées, c'est plus le cas maintenant, où le privé il prenait dès 2 ans, à partir du moment où tu étais propre. Enfin, donc du coup, tu pouvais mettre très tôt tes enfants. C'était une excuse qu'avaient notamment certains collègues de la fac, notamment à Saint-Étienne, de les mettre dans le privé, parce qu'à l'époque, tu pouvais les mettre dès 2 ans. Ok ? Et on parle de gens qui étaient profs aussi, hein, donc ils avaient le temps de s'occuper de leurs gamins. Et d'aller à la crèche, parce qu'il y avait la crèche aussi, notamment à Saint-Étienne. Par la suite, elle décide de continuer à les inscrire dans le privé jusqu'au collège, malgré cet investissement pourtant coûteux. J'ai préféré qu'ils aient une bonne éducation, donc j'ai préféré payer l'école privée, et moi me débrouiller comme je pouvais. Là-bas, ils ont très bien appris à l'ancienne méthode. Et il y avait quand même une morale. Ok, très bien. Ayant connu elle-même une scolarité courte et difficile, j'étais rebelle, me dit-elle, à propos de ses relations particulièrement conflictuelles avec ses enseignants, et se sentant assez démunie face à l'univers scolaire, l'enseignement privé lui apporte la garantie que le travail sera fait et ses enfants encadrés. D'accord ? Cet encadrement lui paraît bien moins assuré que les établissements publics, dont la dégradation est régulièrement mentionnée et regrettée. À nouveau, la présence croissante d'un public non blanc est constituée en symptôme. Donc c'est pareil, le niveau réel c'est la fréquentation de ces écoles. Monique insiste ainsi sur le fait qu'il n'y a désormais plus que ça dans les écoles de secteur, désignant par là les immigrés, les arabes ou parfois les islamistes, en évoquant la présence de mères portant le foulard à la sortie des écoles. Ce marquage racial augure de la mauvaise fréquentation potentielle pour ces enfants, et plus généralement d'une absence de sélection sociale et de l'encadrement au sein de ce type d'établissement. Voilà. Donc pour la partie scolaire, on est sur les schémas relativement classiques, et comme je vous ai dit, cette espèce d'histoire de cercle vicieux, à la fois d'évitement passif, on va dans des autres écoles, à la fois d'évitement actif, on veut absolument pas intégrer des pauvres dans ces écoles-là, et du coup, un de ces mécanismes d'évitement consiste à mettre dans le privé, tout en regrettant que l'école, elle est délaissée dans le public. Let's go, concurrence reproductive. Continuons là-dessus. Cette électrice ne regrette absolument pas son choix d'envoyer ses enfants dans le privé. Elle souligne avec fierté, de façon similaire à Lucie évoquée plus haut, que ces derniers ont fait des études, ce qui leur ont permis d'être maintenant tous 2 cadres en entreprise. Il n'empêche, cette décision a eu un coût financier non négligeable, exigé de nombreux sacrifices personnels, et Monique trouve malheureux de n'avoir pas eu d'autre choix. Le public constituant désormais une option trop risquée pour assurer une reproduction sociale ascendante. Durant l'entretien, elle met en cause à la fois les parents et les enfants d'origine immigrée, qui par leur présence viendraient dégrader la qualité de l'offre scolaire publique, mais aussi l'État français,
qui a laissé faire et n'a pas cherché à freiner les mécanismes qui ont abouti à cette situation. Donc je ne sais pas ce serait quoi les mécanismes qu'on peut freiner pour aboutir à cette situation. Ok. Je pense qu'on a trop fait rentrer en France, tout simplement. Faut pas chercher plus loin. Je suis désolé, fallait pas les laisser. S'ils sont là, c'est qu'on les a fait entrer, me résume-t-elle. À l'instar des autres électeurs interrogés, l'idée qu'un traitement de faveur serait réservé aux immigrés, ou supposait-elle, émerge régulièrement dans notre conversation. Ce qu'il y a, c'est que nous, on travaille pour la France, qu'on est français, on a travaillé toute notre vie. Mais quand on demande des appartements, on nous les refuse, pour donner quand même à des gens qui foutent rien. Donc c'est toujours à peu près le même discours en pratique. À nouveau, le discours contre les assistés se mêle à la xénophobie, enfin au racisme en tout cas, mais vous trouvez normal que quelqu'un qui arrive comme ça, il ne va jamais travailler de sa vie, on lui donne 500 € sans rien foutre, alors que nous on nous oblige à travailler tant d'années. À d'autres moments de l'entretien, Monique se remémore avec colère certains refus qu'elle a elle-même essuyés à la caisse d'allocation familiale ou lors de demandes de logements sociaux, vécus comme particulièrement injustes compte tenu de sa situation économique et familiale d'alors. Je gagnais à peine 1300 €, mais pour eux, c'était beaucoup. Cette faible reconnaissance, financière mais aussi symbolique par l'état de sa situation difficile, est explicitement mise en contraste avec les aides perçues par les familles immigrées et étrangères, qu'elles se représentent comme à la fois trop nombreuses et touchant un montant trop élevé d'allocation familiale. Alors comme eux, c'est des lapines, hein. Donc trigger warning, rappelez-vous, on cite que des gros racistes dans tout ce texte, et donc ils sont absolument des fois débectants, bon, comme cette dame, Monique. Ouais, les lapines t'emmerdent, Monique. Ça se pond tous les ans un gamin. La mise en concurrence des pauvretés, perçue selon des schémas raciaux, est ici éprouvée directement non pas sur le marché du travail, Monique est dans une situation professionnelle stable et ne craint pas de perdre son emploi, mais au cours des démarches d'obtention de prestations sociales. Donc là, il y aurait une concurrence avec les racisés sous cet aspect-là. Comme l'illustre la convocation du stéréotype raciste sur la fécondité des femmes racisées, donc les lapides, c'est alors la reproduction elle-même des ménages immigrés et étrangers qui est pointée et comparée à ses propres besoins, face à la nécessité de devoir élever seuls ses enfants dans une relation de compétition, là encore selon un jeu à somme nulle, dans l'accès aux ressources collectives redistribuées par l'État. Ok, donc le jeu à somme nulle, on a déjà évoqué ce que ça voulait dire, c'est que l'idée que sur plein d'aspects, il y a un seul gâteau, que tout le monde se partage, ok, et donc si t'en donnes plus à l'un, c'est que t'en donnes moins à l'autre. Et donc toute aide perçue par les étrangers est vue en fait comme, comme des aides en moins pour les, entre guillemets, vrais Français. Voilà. C'est ça l'idée du jeu à somme nulle. Donc comme chez beaucoup d'autres électeurs du RN du Sud, interrogés durant l'enquête, on constate ainsi que les concurrences de classes racialisées s'arriment moins au rapport de production qu'au rapport de reproduction. Ouais, ça, c'est aussi assez important. Les féministes marxistes désignent par reproduction sociale l'ensemble des institutions et des pratiques permettant la reproduction quotidienne et générationnelle de la force de travail, dont le travail éducatif des enfants par les parents ou par l'école fait pleinement partie. Ce n'est alors pas un hasard si, à l'instar de Monique et de Lucie, donc comme Monique et Lucie, ce sont ici des femmes qui mettent ces enjeux en avant, le travail de reproduction sociale restant, dans nos sociétés, une activité encore très largement féminine, qui se joue notamment au sein de l'institution familiale. Donc là, c'est un moyen d'expliquer le manque de sororité, en mettant l'accent sur la partie raciale, sur la partie reproduction sociale, et comme il explique là, c'est plutôt les meufs, traditionnellement en France, qui s'occupent de ces enjeux-là, c'est celles-ci qui mettent en avant ces biais racistes là-dedans. Symétriquement, la xénophobie se déploie à l'encontre des familles immigrées, les mères et les enfants, présentés comme illégitimes dans leur accès aux aides sociales et aux services publics, dont les écoles. On comprend alors comment des discours prônant l'arrêt du regroupement familial ou la restriction des aides sociales aux sols nationaux, tels que promus par le Rassemblement national, peuvent trouver ici une oreille attentive. Oui, on comprend très bien. De façon analogue au désir de protectionnisme économique chez les travailleurs sentant leur emploi menacé, la dégradation et la mise en concurrence des diverses institutions de la reproduction sociale ont ainsi pour effet d'activer des demandes de ce que l'on pourrait appeler un protectionnisme reproductif. Et ce, davantage chez les femmes, tendanciellement plus concernées par ces enjeux. On trouverait ici une explication possible de la réduction de l'écart entre vote masculin et féminin pour les partis d'extrême droite.
Voilà, cette explication est intéressante là-dessus, et il faudrait probablement creuser un petit peu. Ce que la science électorale nomme le Radical Right Gender Gap. Donc ça, c'est un classique aussi, que les mecs sont plus racistes et plus de droite que les meufs, notamment il y a plus de mecs qui votent pour l'extrême droite que des meufs. Donc c'est toujours très vrai, notamment chez les jeunes, mais c'est allé de moins en moins vrai si on prend toute la population. Ok. En France, si le vote pour le RN est longtemps resté un vote masculin, la tendance s'est fortement infléchie au point de s'annuler depuis l'arrivée de Marine Le Pen à la tête du parti en 2011. Si les causes de cette mobilisation électorale féminine sont plurielles, l'impact de ces craintes reproductives sur le vote RN reste encore insuffisamment exploré. Ok. Ce serait là un effet insoupçonné du néolibéralisme et du démantèlement de l'État-providence que de participer au basculement d'un nombre croissant de femmes vers l'extrême droite. Waouh, ok. Oh. Pardon. Donc si le vote RN se nourrit du racisme, celui-ci renvoie moins à une haine de l'autre abstraite, ça on savait, qu'à une série d'intérêts proprement matériels, où l'hostilité raciale s'entremêle aux préoccupations économiques. Donc ça c'est assez important, de voir que c'est pas évidemment un comportement de détestation, même si bien souvent quand même il apparaît, mais plus une mise en concurrence économique et une existence de biais matériels, okay. Qui est lié en ayant un schéma qui est à la fois un schéma donc, de classe, okay, donc sa position par rapport au processus de production, le fait de ne pas avoir accès aux ressources, mais aussi à la fois au même moment un schéma de race. Ah, okay. Donc cette espèce de double conscience qu'il y a chez l'électorat lepéniste. Les craintes et les colères des électeurs interrogés, conformes à cet électorat lepéniste du sud-est de la France, relativement stable professionnellement, portent non pas prioritairement sur l'accès à l'emploi, mais sur l'octroi des aides sociales et l'usage des biens collectifs. L'opacité du système fiscal de redistribution et la détérioration des services publics, par l'érosion progressive de l'attachement à l'état social qu'elles entraînent, suscitent par réaction des désirs de restriction du périmètre des bénéficiaires de la solidarité nationale. Et donc, c'est encore cette histoire, si jamais il y a moins d'argent, eh ben, il faut pas en donner autant aux non-blancs, et plutôt les garder pour les blancs. Que les électeurs RN s'estiment assez spontanément inclus dans ce périmètre découle du sentiment d'avoir fourni par leur travail des efforts méritant d'être reconnus et rétribués. Donc là aussi c'est important, comme je disais, c'est des gens qui ont des vrais boulots, mais qui sont pas... Enfin, moins en galère que d'autres en tout cas, mais qui pensent que c'est le truc de la méritocratie classique, pensent qu'ils ont travaillé dur, qu'ils ont mérité, etc., etc. Et donc que la partie de la redistribution des richesses doit leur être attribuée de droit, en fait beaucoup plus que aux autres qu'ils estiment ne pas travailler. Mais cette conviction s'appuie aussi sur le fait, plus simple peut-être, de se sentir davantage appartenu au corps national que ces minorités à qui on accorde trop. Voilà, ça aussi. La conformité à ce que Colette Guillaumin nommait la norme d'homogénéité nationale, la norme majoritaire, la norme blanche, fournit une légitimité supplémentaire, nationalement certifiée, nous c'est notre pays, on est quand même en France, à la conviction d'être prioritaire dans l'attribution des ressources régulées par l'État. C'est moins une morale du travail de mérite qui est alors en jeu, qu'une morale de l'héritage. Donc ça c'est aussi bien vu. Héritage d'une position majoritaire distinguant, comme par la force de l'évidence, entre naturel et naturalisé. Le mérite et l'héritage, ce sont les deux registres de justification de ce à quoi on estime avoir droit. Alors, des sociodicées, disait Bourdieu, donc je sais pas c'est quoi ce mot, ok, qui structurent l'économie morale des électeurs interrogés. Cette combinaison rend dès lors anormal, c'est quand même pas normal, vous trouvez ça normal, sinon absurde, je ne comprends pas, c'est aberrant, ça me paraît tellement évident, c'est quand même du bon sens. Le bon sens, c'est vraiment un truc d'extrême droite. Les pratiques de solidarité redistributive à l'écart des ménages défavorisés et altérisés racialement. Ces derniers sont assimilés tant à l'inactivité qu'à l'extranéité, ok, aussi bien ils font rien qu'en plus ils sont en dehors de la sphère nationale, considérés à la fois comme insuffisamment travailleurs et insuffisamment français. La remise en cause de l'universalité des droits sociaux et la mise en concurrence des biens publics, caractéristiques de l'économie libérale contemporaine,
ont ainsi pour conséquence d'attiser le ressentiment social et racial à l'encontre de ces mauvais pauvres. Bon, tout ça c'est très clair, bien résumé. Dans ce cadre, les groupes minoritaires sont perçus essentiellement comme des usagers de l'État et de ses prestations, et nomment comme des producteurs de valeur exploitables. Voilà, donc c'est le mythe évidemment de l'immigré qui ne fait rien et qui profite du système. Pour les électeurs du RN que j'ai interrogés, les immigrés ne semblent pouvoir œuvrer dans leur grande majorité qu'à la diminution unilatérale du volume des ressources collectives distribuables. Donc ça c'est la théorie du gâteau. Les immigrés en France ne peuvent exister que parce qu'il y a ce fameux gâteau de redistribution de l'État français, de ressources collectives, donc conçu comme un stock fini et potentiellement en voie de rétrécissement. Et donc il y a concurrence pour ce stock. Et donc les droits des immigrés sont vus comme une imposition de moins de droits pour les non-immigrés, ou en tout cas les blancs versus les non-blancs. Et c'est comme ça que c'est perçu du côté, évidemment, des personnes blanches qui votent RN. Une concurrence matérielle et la perte de de ce gâteau, en tout cas d'une part de ce gâteau. Qui plus est, ces derniers vont, par leur usage, justement, accélérer le déclassement matériel et symbolique de certains services publics, comme on l'a vu pour les écoles. Donc ça, c'est le deuxième effet. À partir du moment où se structure le racisme, qui fait que on va donner moins de crédit à certains trucs, notamment de l'école, on va en fait faire une espèce de prophétie autoréalisatrice pour accélérer le processus qui faisait déjà en forte au départ qu'on était raciste. Ok. Très peu productives, les minorités, donc ça c'est une citation, les minorités raciales apparaissent en revanche bien trop reproductives. Donc ça c'est un autre aspect. Ce qui fait problème, c'est la reproduction sociale des groupes minoritaires perçus sous le signe de l'abus et de la dégradation, sinon du parasitaire, et conçus comme se réalisant au détriment de celle du groupe majoritaire. C'est bien la présence des minorités racialisées sur le sol français, et plus encore leur existence en tant que groupe inclus dans le corps social, et donc son système de solidarité, qui sont alors mis en cause. Voilà pour le chapitre 1. Donc n'hésitez pas si vous avez des choses à dire. Là, on peut faire une mini pause de 2 minutes sur cette question-là. Donc j'aime beaucoup ce chapitre-là de Faury parce que il dit des choses qu'on dit bien souvent, mais un des trucs qu'il va répéter inlassablement dans tout son bouquin, c'est que qu'on peut pas séparer le racial du social et que tous les trucs sociaux sont vus par le prisme de la race chez les électeurs du RN. Il y a comme je disais tout à l'heure, cette double conscience qui est en permanence mobilisée. Et le deuxième aspect, c'est évidemment celui du gâteau. On peut croire dur comme fer que les aides sociales qui diminuent, c'est un gâteau. Et le troisième aspect qui est très important, c'est cette histoire de prophétie autoréalisatrice. On le verra pour le logement aussi, hein. Par exemple, si vous passez votre temps à dénigrer les immigrés, quand il y en a plein dans votre quartier, votre maison elle vaut moins cher, donc vous partez, augmentez la quantité en fait de pauvres, puisque vous partez du quartier, vous désertez, c'est ce qu'on a fait de la fuite des blancs, the white flight. Quand vous partez, de la même manière, vous entretenez le système de baisse des prix, parce que vous continuez quand les blancs partent, ils sont remplacés par des non-blancs. Donc c'est exactement cette dynamique-là, quoi. Et donc, ce qui lie très fortement son propre capital social, sa propre argent, son propre bien-être matériel, à des questions directement raciales. Et ça, c'est très important pour comprendre le racisme et le fait que sa stabilisation, et y compris, ça sera important pour savoir comment on lutte, parce que en pratique, il y a, du point de vue des personnes blanches, un intérêt matériel à cette distinction entre blanc et non-blanc, à cette vie séparée, à cette fuite, à cette ségrégation qui peut exister. Et notamment, il y a une raison aussi logique à la répression, aux lois restrictives et à la préférence nationale. Ok, donc tu as tendance à toucher le bras de ton micro et ça fait du bruit. Ah mince, pardon. Désolé, merci. Je ne bouge plus mes mains. Ok. Alors, let's go, chapitre 2. Je vois qu'on est un nombre de viewers qui monte et qui descend. Bienvenue à celles et ceux qui viennent d'arriver. On lit le Félicien Faury. Chapitre 2.
Chez nous, classement et déclassement territoriaux. Bon, bah, on va attaquer justement cette histoire de maison, je pense. Alors, dans l'imaginaire actuel, les succès du RN sont le plus souvent... Salut, Lila Soulier, 973, ça va? Alors, les succès du RN sont le plus souvent rapportés à une France des oubliés, celle de territoires frappés par un déclin économique et démographique. C'est cependant oublié que le RN triomphe également dans les territoires qui, en tout cas envisagés à une large échelle, sont au contraire particulièrement attractifs, comme c'est le cas de la région Sud-PACA, où c'est des relais ma recherche. Donc c'est pas le nord-est qui serait peut-être moins attractif économiquement. Cette région constitue depuis plusieurs décennies l'un des sites de prospérité de ce que les sociologues Luc Boltanski et Arnaud Esquer ont nommé l'économie de l'enrichissement, où la valorisation résidentielle et touristique des territoires permet d'attirer des ménages aisés tout en favorisant la production d'emplois non délocalisables dans la construction et les services. Donc ça, tout à fait logique. Une telle économie de l'enrichissement ne ruisselle cependant pas de façon égale entre les espaces et les groupes sociaux qui y résident. Après l'Île-de-France, la région Sud-PACA est la deuxième région du pays qui connaît le plus d'inégalités. Cette configuration a de puissants effets politiques, en l'occurrence sur la diffusion du vote RN. Différents travaux de géographie électorale ont ainsi montré que les scores électoraux du RN dépendent en réalité moins du niveau global de richesse d'un territoire, plus ou moins favorisé dans l'ensemble, que de son caractère inégalitaire, le niveau des écarts de richesse en son sein. Donc ce qui explique en fait le vote RN, c'est plus l'inégalité que la pauvreté moyenne sur ce territoire. Alors, sur mon terrain, ces inégalités sont très fréquemment perçues et éprouvées sous un prisme spatial. Le sentiment des électeurs RN d'être situés, comme je l'ai examiné dans le chapitre précédent, au mauvais milieu. Ok, donc c'était un mauvais milieu de classe tout à l'heure. Ici, c'est un mauvais milieu, donc de l'espace social, dans une position médiane, fragilisée, trouve ici des prolongements territoriaux, à travers un rapport anxieux et pessimiste à leur propre environnement résidentiel. Ha ha ha! Malgré la diversité de leur localisation et situation résidentielle, les électeurs rencontrés se trouvent dans une situation qu'on pourrait qualifier d'entre-deux socio-territorial. Donc ils sont aussi au milieu spatialement. Donc on va voir ce que ça veut dire. Ils ne résident en effet ni dans les beaux quartiers locaux, où habitent les bourgeoisies économiques ou culturelles, ni dans les zones les plus défavorisées du territoire. Donc les cités en fait. Centres urbains appauvris, on dit, pardon. Cités de banlieues pauvres, non, ça se dit aussi. Ok. À leurs yeux, les territoires de la région sont ainsi appropriés à la fois par les ménages les plus aisés, ce qui a pour effet d'augmenter le coût du foncier et de l'immobilier, et par des groupes subalternes, souvent associés aux immigrés, dont la présence et le style de vie fonctionnent comme de véritables repoussoirs résidentiels. Cette position d'entre-deux fait émerger chez les électeurs ce que le sociologue Olivier Schwartz a nommé une conscience sociale triangulaire. Donc là, on connaît, c'est le truc de faire, sur ceux d'en haut et ceux d'en bas. On va pouvoir revoir ça aussi là-dessus. Par cette notion, il désigne la façon dont les catégories intermédiaires de l'espace social, classe populaire établie et petite classe moyenne, perçoivent leur propre position sociale comme menacée, d'une part par une pression du haut, venant des classes supérieures, et d'autre part par une pression du bas, venant des franges les plus précaires et souvent racisées des classes populaires. Donc, une autre manière de le dire sur la petite bourgeoisie, ce que disait Trotsky, la peur du prolétariat est écrasée par la crise économique et la bourgeoisie. Alors, pour Trotsky, c'était à l'époque du nazisme et du fascisme une vraie petite bourgeoisie, au sens historique du terme, des gens qui possèdent leurs moyens de production, vraiment typique. Ici, on a moins un effet de petits bourgeois que plutôt d'employés pas forcément riches ni de cadres, en tout cas pas très développés, mais plutôt stabilisés, qui ont une position un poil supérieure du fait de leur stabilisation, des CDI, ou des gens effectivement de profession libérale, mais sur des trucs beaucoup plus petits, type auto-entrepreneuriat, etc., etc. Sur mon terrain, les électeurs du RN interrogés se sentent ainsi coincés entre les espaces d'un côté inaccessibles et de l'autre indésirables. Cette tenaille sociale et territoriale apparaît de façon constante dans les entretiens récoltés, structurant les inquiétudes résidentielles des électeurs. Donc les pressions d'en haut. Bon, ça, on s'y attend. Let's go. Par le cadre de vie qu'ils offrent, les territoires provençaux méditerranéens attirent un nombre important de ménages aisés, souvent à la retraite ou exerçant des professions libérales, venus s'installer dans la région ou s'y offrir un pied-à-terre.
Sud-PACA est la région française, à l'exception de la Corse, où le parc immobilier compte le plus de résidences secondaires. Putain, c'est en Corse, là où il y en a le plus, c'est ouf. Outre l'héliocentrisme, donc l'héliocentrisme, c'est quand on aime bien le soleil, hein, au cas où vous ne sauriez pas, cette activité est le fruit de stratégies économiques et de politiques publiques de mise en tourisme d'une grande part des terres du sud-est de la France, constituant un patrimoine valorisable selon leur beauté, leur authenticité et leur typicité. Donc en fait, là, ce qu'il dit, c'est qu'il y a eu des politiques de sud de la région pour valoriser des biens, j'imagine, en restaurant des vieilles bâtisses, en mettant des trucs visitables pour le tourisme, en faisant des efforts sur le tourisme, sur les routes, sur tous ces trucs-là, sur les infrastructures de tourisme. Donc la tendance est renforcée par la mise en place progressive des trophées territoriaux de plus en plus nombreux. Barrimètre ou prix récompense les villages de caractère ou les sites naturels d'exception. Ah ben voilà ce que je dis. Plus beau village de sa mère, site naturel machin, point de vue, etc. Avec des aides probablement et des trucs de l'office du tourisme. Donc concourant à la hiérarchisation des lieux de vie sur un marché des territoires devenu très concurrentiel. Bon ça, ok. L'essor de l'économie résidentielle et touristique recouvre dès lors de profonds écarts à l'échelle intra-régionale entre territoires convoités et territoires délaissés. Ces inégalités croissantes sont perçues très vivement par les électeurs interrogés. L'appropriation des espaces valorisés de la région par les classes supérieures, et ce jusqu'aux membres très fortunés de la classe patrimoniale, affleure souvent au cours des entretiens. De l'avis général, les coins tranquilles ou les coins sympas, comme on les appelle, ne sont désormais accessibles qu'à des prix prohibitifs. Des espaces conçus auparavant comme abordables, où certains de mes interlocuteurs pouvaient projeter à leur retraite peut-être un emménagement éventuel, ne font désormais plus partie des possibles résidentiels. Donc là, simplement, il y a eu une immigration forte de riches et de vieux dans le sud-est, parce que, en plus avec le télétravail, ça n'a pas dû diminuer, et du coup, les beaux endroits, ils sont plus chers. La présence de belles voitures garées à l'entrée des grandes propriétés, que l'on peut apercevoir et parfois envier au gré des trajets quotidiens, est là pour rappeler que ces lieux ne sont plus pour nous. Comme le souligne en souriant Laurent, mécanicien agricole salarié de 31 ans, récent propriétaire d'une petite maison individuelle. C'est connu, dans le sud, on se fait beaucoup envahir par les gens du nord. Ces gens du nord, qu'il appelle à d'autres moments des financiers, des gens qui ont de l'argent, souvent assimilés aux Parisiens, peuvent également désigner les couples étrangers venus d'Italie, du Royaume-Uni, de Belgique ou d'autres pays comme la Suisse ou les États-Unis, qui rachètent des maisons pour y vivre toute l'année ou simplement y passer leur été ou leur réveillon de fin d'année. Bon, ça, c'est un peu dans toutes les campagnes de France. Les étrangers, comme on dit parfois nommés avec une pointe d'ironie, désignent cette immigration aisée et à la fois centrale pour l'économie de la région Sud-PACA et perçue négativement par les locaux. On notera que toutes les destinations citées, la couleur de peau est un point commun. Les parents de Laurent, rencontrés par son intermédiaire, Sylvie et Yves, regrettent également les transformations du quartier où ils ont toujours vécu, qu'ils nomment souvent leur village, du fait de son caractère excentré. Il est séparé du centre d'une ville moyenne par une ceinture verte de plusieurs kilomètres. Désormais à la retraite, le couple est propriétaire d'une maison et possède également quelques parcelles agricoles qui servent à la production de foin vendus aux éleveurs du coin. Yves, qui a été au cours de sa vie ouvrier puis employé, a toujours travaillé à côté à l'entretien de son terrain agricole, aidé par son épouse Sylvie, ancienne secrétaire médicale qui a ensuite quitté son emploi. Leur fils a pris le relais de l'exploitation, raison pour laquelle il a choisi de s'installer à proximité de chez eux. Très attachés au monde agricole, les trois membres de cette famille regrettent que les belles demeures de leur commune soient rachetées par des ménages plus favorisés et extérieurs au milieu agricole, des médecins, des avocats, etc. etc. Les différentes politiques d'attractivité mises en œuvre par la commune, cherchant, comme la plupart des villes moyennes, à attirer les capitaux et habitants solvables, ont accentué l'arrivée de ces nouveaux groupes sociaux appartenant aux cadres et aux professions intellectuelles supérieures, que Sylvie et Yves nomment souvent les urbains. Dans leur environnement résidentiel, l'attractivité des territoires se traduit ainsi à la fois par des changements urbains, en particulier une artificialisation croissante des sols, une bétonisation qu'ils voient d'un très mauvais œil, et des transformations sociales qui mettent à l'épreuve les ancrages locaux en érodant peu à peu l'autonomie villageoise à laquelle ils sont attachés. Donc là, on est quand même sur un truc assez classique là-dessus.
En entretien, les parents de Laurent soulignent, entre sarcasme et perplexité, l'excessive sensibilité de ces nouveaux venus au bruit de la campagne. Ah oui, ça c'est un classique. Les urbains, en effet, ne supportent plus rien. Les tracteurs à l'aube, le chant du coq le matin, le cri de l'âne en journée, etc. Vous avez même des gens qui ont fait des pétitions contre les crapauds dans le canal, s'exclame Yves. Derrière ce conflit des sensibilités, on voit comment, pour les anciens issus de milieux populaires et agricoles, le processus d'embourgeoisement de ce type de localité engendre des difficultés toujours plus grandes pour préserver un style de vie auparavant dominant dans l'espace local, sinon le déclin progressif de leur pouvoir résidentiel. En étudiant le vote d'extrême droite en région Sud-PACA au début des années 2000, le chercheur Joël Gombin avait déjà noté comment l'urbanisation et l'installation de nouveaux résidents dans certains territoires pouvaient générer des conflits d'usage relatifs au prix du foncier, au mode d'occupation des sols ou au rapport à la nature. A l'inverse, des régions dont la faible attractivité a pour effet de raffermir l'autonomie culturelle de certains des groupes populaires qui y habitent. Ok, donc des endroits où c'est l'inverse, on crée une homogénéité de gens traditionnellement là. Ici, c'est l'inverse. Le Sud-Est abrite des espaces à valeur résidentielle croissante dans lesquels les ancrages populaires sont continuellement remis en cause par l'installation de nouveaux groupes mieux dotés socialement. Ces installations attisent chez les électeurs RN le sentiment d'une dépossession par le haut, à la fois économique par les prix et culturelle par les modes de vie. Voilà, donc là, c'est le truc triangulaire pour le haut. On continue avec cette fois le bas. Cette pression résidentielle est solidaire d'un autre type de menace, opérant cette fois par le bas de l'espace social. Comme Sylvie me le précise, les nouvelles constructions qu'elle voit à côté de chez elle ne signalent pas uniquement l'arrivée de propriétaires aisés. La zone d'habitation de Sylvie et Yves est en effet hétérogène socialement et inclut aussi un nombre important de logements sociaux accueillant principalement des familles pauvres. On sait que le parc social représente un véritable repoussoir pour les classes moyennes, comme pour certaines fractions des classes populaires, dont l'accession à la propriété s'inscrit souvent dans une stratégie d'éloignement des cités HLM. Ok, donc on veut quitter la zone et donc on achète. Ok. Durant mon enquête, j'ai en effet constaté que la construction de logements sociaux dans une localité est assez vite perçue par ses habitants comme un mauvais présage. Au cours de nos conversations, Sylvie compare avec anxiété la situation de son quartier avec celle d'autres petites communes voisines dont le parc social est important et dont elle dit constater la dégradation progressive. Les inégalités sociales et économiques caractéristiques de la région se retrouvent ainsi à l'échelle de son quartier où se côtoient d'un côté les processus d'embourgeoisement évoqués plus haut et de l'autre des tendances à l'appauvrissement. Sylvie résume la situation et il y a nous qui sommes coincés dans tout ça. Entre richesse et pauvreté, entre les immeubles et les belles demeures. C'est cependant j'aime bien l'italique, certaine pauvreté qui est particulièrement visée à travers l'évocation des logements sociaux. Dont la présence implique, comme Sylvie exprime à demi-mot, un changement de population. Tiens. Sur mon terrain comme ailleurs, l'équation logement social égale immigré prédomine dans les représentations communes. Celle-ci semble tellement aller de soi que la présence et ou le projet de construction de logements sociaux sont presque systématiquement mis en équivalence avec l'installation de familles immigrées. Coucou Géraldine, ça va ? Dans sa commune de résidence, ajoutant avec un sourire triste, comme la loi le demande, donc ils font... Ah, pour le plus, je sais pas, j'ai sauté, excusez-moi, j'ai été construit. Sont presque systématiquement mis en équivalence avec l'installation de familles immigrées. Lors d'un entretien, Paul, ah oui, j'ai zappé carrément la vie de Paul, 58 ans, président d'une association, je peux recommencer depuis le début, tu peux le voir sur YouTube. Là, on est déjà à la page 83. Hein. Donc, mais il y a la série, tout est en replay, tu peux tout regarder, Géraldine, donc n'hésite pas. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit Paul, 58 ans, président d'une association sportive locale, m'indique même qu'il estime à peu près à 25% la proportion d'immigrés dans sa commune de résidence. Pas de souci, Géraldine. Ajoutant avec un sourire triste, comme la loi le demande. Ah, en référence à la loi SRU exigeant de 20 à 25% de logements sociaux dans chaque commune de plus de 3500 habitants. Waouh, ok. C'est en référence à ça, il connaît le chiffre et il donne le même nombre que le nombre d'immigrés. Attends, c'est fou quand même. Au sein des classements territoriaux ordinaires, la part du logement social fonctionne résolument comme un marqueur racial, augurant d'une dégradation tout à la fois matérielle et symbolique du lieu concerné. Ce même habitant, donc Paul, qui vote Marine Le Pen depuis plusieurs élections, m'explique par exemple être retourné dans un quartier où il avait vécu dans les années 1980 avec son épouse.
J'y suis repassé et j'ai pris peur. C'est insalubre, c'est dégueulasse. Si l'on retrouve dans ces paroles le type de stéréotype, la saleté notamment associée usuellement aux groupes les plus pauvres, ce sont ici leurs segments racialisés qui sont spécifiquement visés. Lorsque je demande à Paul la cause selon lui d'une telle détérioration, la réponse est sans appel. Bah, c'est très simple, l'immigration, c'est tout. C'est la nouvelle immigration qu'on a qui change tout. Donc c'est pas juste les pauvres qui sont sales, mais c'est les non-blancs. Hein. La région Sud-PACA a accueilli tout au long du XXe siècle des migrations italiennes, espagnoles, puis extra-européennes, maghrébines notamment, turques dans certains territoires. Ainsi, de la même façon que les gens du Nord descendent s'installer dans la région, d'autres flux migratoires en provenance des pays dits du Sud convergent. Au cours des dernières décennies, aux migrations d'étrangers prospères s'ajoutent celles des immigrés maghrébins ou turcs appartenant majoritairement aux classes populaires. Ceux-ci sont en effet surreprésentés dans les zones les plus défavorisées du territoire, et en particulier dans les quartiers d'habitat social. Donc, quelle surprise, encore une fois, prophétie autoréalisatrice, le racisme impose ça, et donc du coup, tu ne fais que constater ton propre racisme. Les inégalités économiques s'articulent avec les inégalités ethno-raciales, qui se traduisent par des formes de ségrégation spatiale particulièrement prononcées en Sud-PACA. Plusieurs études ont montré comment, à niveau économique égal, le niveau de ségrégation ethno-raciale est le plus fort et ne diminue pas dans le temps pour les immigrés venus d'Afrique et de Turquie. Donc ça c'est fou, hein. Soit les deux provenances migratoires les plus représentées dans la région étudiée. Donc à même niveau économique égal, hein, on reste quand même systématiquement ségrégé dans ces territoires. Donc même pour les médecins venus d'Afrique ou les médecins venus de Turquie, ils sont pas dans les zones où il y a des médecins venus de France ou venus voilà, médecins blancs quoi. Comme on l'a évoqué dans le chapitre précédent, l'état objectivé du social, racialement structuré, sert de support à l'activation des subjectivités racistes. Donc là, ce qui veut dire, c'est que on constate la ségrégation spatiale, et du coup, ça vient justifier en fait la représentation raciste, puisque la ségrégation spatiale est associée à la dégradation, à la saleté, etc., qui vient en retour justifier le fait dans l'imaginaire, ce qu'il appelle la subjectivité raciste. Voilà. Et du coup, lesquels participent en retour à la pérennisation des processus ségrégatifs. Donc, ce que j'expliquais tout à l'heure, le cercle vicieux. C'est à partir d'une ségrégation opérant à l'échelle collective qu'émergent des jugements individuels stigmatisants que je récolte au fil des entretiens. Donc là, ce qu'il explique, c'est que cette structuration raciale de la société, elle pèse sur les esprits qui nourrissent des lectures raciales de quasiment tout et racistes de quasiment tout. Okay, et donc individuel et stigmatisant après. Le regard raciste opère alors par focalisation sur des minorités visibles au quotidien, lesquelles deviennent le marqueur négatif du territoire dans son entier. Lorsqu'ils m'évoquent leur environnement territorial, les électeurs interrogés déploient ainsi des cartes mentales structurées par des schémas raciaux. Donc ça, on voit très bien ce que ça veut dire quand on habite en banlieue parisienne. Il y a certains quartiers et pas d'autres. Okay, la présence de personnes catégorisées comme arabes, turques ou musulmanes dans un espace donné, et ce de façon plus saillante et plus remarquée que certaines déviances urbaines, donc alcooliques, prostituées, SDF, etc., contribue à l'identification négative de celui-ci. Significativement, la comparaison de certains quartiers ou cités à des territoires étrangers, Turquie, Algérie, Maroc, Marrakech, Bab el-Oued, voire l'Afrique ou le Sahara, est très fréquente. Dans la Cambrousse, près de chez ma mère, ils disent c'est Chicago. Ouais, ils sont jamais allés à Chicago, mais c'est Chicago. Dans la représentation collective. Bon, Bab el-Oued aussi, c'est un truc qu'on entend régulièrement là-dessus. De nombreuses marques d'ironie accréditent l'existence de véritables nations dans la nation, ouais, c'est exactement ça, et participent à l'entretien des frontières raciales qui structurent ces territoires. Si tu veux aller au marché, prends ton passeport. Waouh, putain, je redis le trigger warning. Hein. Ces gens-là, ils sont barrés quand même. Hein. Là-bas, faut savoir parler arabe. T'as une djellaba chez toi. Si t'es pas frisé, tu rentres pas. Eh ben mon vieux, c'est fou quand même. Cette catégorisation peut se faire très précise, jusqu'à l'échelle du quartier ou de la rue. Ouais, tu m'étonnes. Dans une des villes étudiées, par exemple, une avenue est communément surnommée Istanbul Boulevard, en raison des restaurants turcs qui y sont installés. Comme on l'a déjà noté dans le chapitre précédent à propos des écoles publiques, les présences non blanches servent ici aussi de véritables signaux informatifs qui permettent aux habitants de jauger et de comparer les espaces.
Des classements réputationnels circulent par ce biais dans l'espace local. Comme c'est bien dit, ok, distinguant les quartiers où il n'y a que ça de ceux perçus comme préservés. Là-bas, c'est pas envahi comme chez nous. Waouh, putain. Quand tu les as en entretien, les gens, quand même, ils disent de ces trucs. Il n'y a pas trop de barrières, hein. Pas trop de filtres. On continue là-dessus, hein, encore un petit peu, si ça vous va. Aux États-Unis, donc l'impossible entre soi blanc. Aux États-Unis, le sociologue Elijah Anderson a montré comment, malgré le développement d'une classe moyenne noire, les habitants africains-américains continuent d'être assimilés aux quartiers pauvres, à l'insécurité ou à la ségrégation, soit à cet imaginaire que l'auteur nomme iconic ghetto. Donc c'est ce terme qui est assez connu, le ghetto, par défaut, à partir du moment où il y a des noirs, quel que soit leur niveau de vie, ça devient la zone et un ghetto. On retrouve sur mon terrain des phénomènes similaires. Tout se passe en effet comme si, dans leur mobilité spatiale et résidentielle, les personnes non blanches apportaient pour ainsi dire leur iconic ghetto avec elles, dévalorisant par leur simple présence les territoires où elles s'installent. Donc là, on a plein d'exemples. Il y a toute une série, si vous regardez dans Mediapart, du racisme ordinaire. Et ce qui montre notamment, c'est à quel point les gens qui réussissent, non blancs, qui réussissent, hein, notamment arabes et noirs, lorsqu'ils se retrouvent dans des situations où justement ils viennent, en fait, entre guillemets, envahir, c'est-à-dire ils viennent dans un endroit qui était là, a priori réservé aux blancs, en fait ils subissent vraiment une pression monstrueuse jusqu'à du harcèlement, etc., etc. Organisé, hein, etc. Il y a plein d'exemples comme ça dans Mediapart. Et c'est moins fort si vous n'êtes pas médecin, c'est-à-dire si vous êtes dans le bas de l'échelle sociale et que vous n'avez pas une maison, grosse maison, mais juste un appart pourri, vous n'avez pas une super bagnole, mais une bagnole pourrie, cet effet de stigmatisation, il est moins fort. Donc là, il y a clairement aussi un truc intéressant à creuser là-dessus. Plus encore que les cités situées en périphérie, que l'on peut traverser régulièrement en voiture lorsqu'on se rend à son travail ou au supermarché par exemple, c'est l'installation de nouveaux résidents immigrés dans un quartier environnant, ou pire, dans son propre quartier, qui est la plus redoutée. Donc ce que je venais d'expliquer. On pourrait dire que pour les électeurs interrogés, le problème n'est pas la ségrégation, ok ? Donc c'est déjà un problème, mais ça l'est pas pour eux, visiblement. La concentration d'immigrés et d'étrangers dans un même espace urbain, puisque de toute façon, ils veulent pas y habiter. Du coup, ça les dérange pas trop, hein, du moment que eux, ils y veulent pas. Mais en quelque sorte, son insuffisance. C'est-à-dire que le problème, c'est que il y a quand même des Noirs et des Arabes qui réussissent, qui ont des sous, qui peuvent acheter une maison dans ton quartier et devenir ton voisin. Et donc, c'est le manque de ségrégation, le fait qu'ils soient autorisés à venir, qui les énerve. Parce que la ligne de couleur, la color line, donc ça c'est un truc hérité d'un marxiste, un sociologue noir américain, inscrit dans les territoires où il réside n'est jamais totalement infranchissable. Les électeurs guettent avec anxiété ses porosités. Ouais. Donc je trouve ça assez incroyable de voir le schéma mental qui peut amener à ça. Chez beaucoup d'enquêtés règne en effet le sentiment de se faire rattraper peu à peu par les quartiers et leur population. Donc Monique, hein, on l'a vu tout à l'heure, employée de 57 ans, locataire de son logement, m'évoque ainsi ses inquiétudes. Cette électrice, dont on a analysé les choix scolaires pour ses enfants dans le chapitre précédent, donc le recours à l'école privée, a été rencontrée à la sortie d'un bureau de vote lors de l'élection présidentielle de 2017, alors qu'elle venait de donner son suffrage à Marine Le Pen. Dans une conversation informelle, elle accepte de se prêter à l'exercice de l'entretien approfondi et propose de me recevoir à son domicile. Lors de ce premier entretien, un second sera réalisé plusieurs années plus tard en 2022. Elle m'indique avoir déménagé à plusieurs reprises et avoir à chaque fois constaté des évolutions notables dans le lieu où elle vivait. Ces transformations sont perçues et explicitées en termes raciaux. Monique mentionne notamment la présence croissante parmi ses voisins de personnes qu'elle désigne comme arabes ou musulmanes, parfois en des termes plus insultants, mais on veut pas savoir lesquels, merci Félicien, ainsi que la disparition des commerces français dans les rues environnantes. Oh putain, ça... Scruter avec anxiété les changements du quartier où elle vit depuis 3 ans, et se montre assez pessimiste. Ici, au début, c'était bien, il n'y était pas, et puis ça a commencé. Et au bout d'un moment, j'ai vu les draps qui pendaient aux fenêtres,
Et je me suis dit, c'est bon, c'est fini. Wow, putain, c'est fou. Elle envisage de déménager à nouveau, mais doute de pouvoir trouver un coin tranquille qui ne serait pas trop cher. Un endroit à sa portée, mais sans eux, ou comme elle le dit souvent plus crûment, sans ça. C'est-à-dire sans ces minorités qu'elle assure ne plus pouvoir supporter. Vers la fin de notre conversation, alors qu'elle se prépare un café, elle me précise sa pensée. En fait, ce que j'aimerais... Alors, trigger warning, là on est dans les citations verbatim. Petite pause, elle a l'air soudainement très triste. J'aimerais vraiment ne plus en voir du tout. Quoi ? Pause, elle se sert de son café et se rassoit. Oui, il faudrait que je trouve un endroit tranquille sans tout ça. Parce que là, je vous dis, en 3 ans déjà, ça a bien changé. Mais il faudrait un endroit où j'ai les moyens. Et ça existe de moins en moins. Comme par hasard, toujours dès qu'on trouve un endroit bien, mais qu'on peut se permettre, ils arrivent, ils s'installent, tous les commerces changent, ils rachètent. Waouh, c'est quand même fou, hein. Dans le récit qu'elle donne de sa trajectoire résidentielle, d'un quartier à l'autre, cette électrice se sent constamment rattrapée par l'installation de groupes indésirables dont elle guette les moindres manifestations. Présence physique, commerce acheté, draps qui pendent aux fenêtres. Parce qu'elle se situe sur le plan des possibles résidentiels dans la même tranche que beaucoup de ménages immigrés de classe populaire ou de petite classe moyenne, elle se retrouve très vite en situation de cohabitation indésirable. Face à cela, les échappatoires que sont les coins tranquilles et les endroits bien deviennent de moins en moins, comme elle le dit, dans ses moyens. C'est ce sentiment d'être prisonnière d'une situation dont elle n'a pas la maîtrise qui l'incite à interpréter sa condition en termes d'injustice et d'anormalité. Je pense que si on était bien, conclut-elle, on n'aurait pas à partir. On n'a pas à partir, on est quand même chez nous, c'est quand même grave, donc c'est ça que j'admets, pas moi. Ok ? L'affirmation de l'appartenance nationale ici racialisée vient légitimer les désirs ségrégatifs résidentiels, entremêlant le chez-nous local et le chez-nous national. Ainsi, pour les électeurs interrogés, la pression venue d'en bas est d'autant plus menaçante que toute mobilité géographique vers les lieux valorisés de la région se révèle difficilement envisageable d'un point de vue financier. L'économie résidentielle locale s'apparente dès lors à un jeu à somme nulle, encore une fois, hein, la théorie du gâteau, car borné par les prix prohibitifs des espaces attractifs de la région. Donc ici, il se trouve que le gâteau, il est probablement un peu fixé, effectivement. Où chaque installation immigrée ou étrangère est perçue comme un empiètement et une dévalorisation de son territoire. Au début des années 2000, le politiste Christophe Treini analysait les raisons des succès électoraux du parti Le Péniste dans le sud-est de la France en soulignant l'appauvrissement relatif subi par ses électeurs du fait de l'importante pression immobilière qui s'exerce dans le territoire. Il conclut que le vote d'extrême droite dans les départements étudiés se nourrit sans doute moins de la présence de l'immigration extra-communautaire et de l'insécurité que de la cohabitation avec des catégories à fort pouvoir d'achat qui se disputent une place au soleil de plus en plus chère. Si je partage son analyse sur la deuxième proposition, je ne le suivrai cependant pas sur la première. Les deux ne sont pas en réalité exclusives. Et il faut même les deux en fait. Pour qu'il y ait un gâteau, il faut qu'il y ait la pression d'en haut. Ok ? Mieux elle fonctionne. Bon, écoutez, il finit par dire ce que je voulais dire, évidemment. Mieux elles fonctionnent ensemble. Si le développement d'une économie résidentielle engendre en effet une pression immobilière à la hausse, et par là un appauvrissement relatif de certains habitants, la menace du déclassement est justement d'autant plus forte que les immigrés sont constitués en groupes repoussoirs, desquels l'éloignement doit absolument être garanti. Tout à fait. Les inquiétudes résidentielles et statutaires des électeurs RN proviennent de cet effet de ciseau, et ce serait donner une vision bien incomplète de la réalité que de porter l'attention uniquement sur la lame supérieure. Ok. Il faut par ailleurs noter que sur mon terrain, c'est la pression par le bas et l'installation près de chez soi d'habitants populaires racisés qui apparaît comme la plus injuste aux électeurs du RN. Donc là, il précise, hein, c'est la lame du bas plus que la lame du haut qui est aiguisée. La conscience sociale triangulaire évoquée au début de ce chapitre, caractérisée par les défiances dirigées à la fois vers le haut de l'espace social et vers son bas, n'est pas symétrique dans ses effets moraux et politiques. Les ménages aisés installés en Sud-PACA sont observés par mes interlocuteurs parfois avec envie, souvent avec agacement, mais surtout avec un certain fatalisme. Ouais, ça il faut le souligner, c'est clairement le truc qui est un peu sous-estimé dans l'extrême gauche, c'est ça. L'augmentation des prix des terrains et l'accentuation des concurrences territoriales provoquées par leur installation sont des phénomènes considérés avant tout comme des données, le résultat de processus économiques dont on n'envisage pas qu'ils pourraient être combattus.
Voilà, donc ça c'est le premier truc. Il n'y a pas d'alternative. Du coup, on a accepté cette concurrence économique-là. Cette résignation contraste avec la manière dont les présences non blanches associées à l'immigration sont appréhendées. Celles-ci sont au contraire conçues comme évitables. Dans les discours de mes interlocuteurs, l'immigration devient un fait social politisé, au sens où il est à leurs yeux tout à fait possible, si les politiques le souhaitaient réellement, de réguler de façon très restrictive les flux migratoires, voire de les inverser par la reconduite aux frontières et par l'expulsion. Même si certains jugent parfois que la situation est actuellement trop grave et qu'il est sans doute trop tard pour y remédier, on a trop laissé faire, il s'agit tout de même de ne pas se laisser empirer et de mettre un terme dès maintenant à ce qui est souvent comparé à une véritable invasion. C'est du fait de cette politisation du rejet des migrations du bas, sur mon terrain maghrébin et turc principalement, que les électeurs RN en viennent à évoquer leur situation résidentielle et les évolutions sous le registre de l'injustice et du scandale. Ok, donc même s'il y a les deux lames, il y en a une qui fait beaucoup plus peur que l'autre, c'est celle des pauvres racisés, plutôt que celle des riches qui viennent piquer le truc. Et le fait d'accentuer plus l'un et l'autre, évidemment, ça donne pas la même lecture et pas la même empathie. Hein, quand on dit que l'anxiété des blancs pauvres de périphérie, des quartiers périphériques, c'est parce que les bobos des villes, ils viennent leur piquer leur maison et que ça devient trop cher, c'est pas la même chose que de dire que l'anxiété elle vient parce qu'ils trouvent que les Arabes viennent dans leur quartier. Et le fait de mobiliser l'un plutôt que l'autre te permet de dire où est-ce que va ton empathie. C'est ça qui est assez important de le savoir. C'est à ce titre également qu'il se montre si sensible et si irrité à la vue des déménagements d'autres familles blanches. Alors c'est à ce titre, voilà. Comme me l'indique Magali, jeune locataire dans le centre-ville des communes étudiées, les gens partent, je le vois ici, ça se rachète et il y a beaucoup de Turcs, beaucoup. Donc les gens partent. J'ai des voisins qui m'ont dit « je ne peux pas rester plus longtemps ». Pierrick, propriétaire de son logement, originaire d'une région voisine et installé en Sud-PACA depuis une vingtaine d'années, insiste également sur ses départs assimilés à une fuite, voire à une désertion. Donc on perd l'entre-soi blanc. Donc trigger warning pour les verbatims, méfiez-vous, on entend des dingueries. Et il y a une fuite, les gens fuient, c'est tout. Mais en fait, c'est pas compliqué. Quand vous habitez dans un quartier qui était plus ou moins riche à une époque et qu'à côté l'immigration achète, et que finalement avec le bordel qu'il y a tout ça, voilà, les cambriolages, les casses de voitures, les brûlages de voitures, détérioration de boîtes aux lettres, eh bien, ce que font les gens, en fait, à un moment donné, ils partent. Et les populations maghrébines achètent parce que c'est moins cher, parce que personne ne veut y habiter. Donc en fait, on a une rue qui se remplit. Et les vrais, entre guillemets, habitants, entre guillemets, ils vont où ? Ils désertent, ils vont acheter sur les hauteurs. Donc beaucoup d'électeurs RN rencontrés mettent ainsi en récit ce qu'on a coutume d'appeler, dans le contexte états-unien notamment, the white flight, donc la fuite des blancs, terme désignant le départ des ménages blancs vers les banlieues résidentielles, hors des quartiers centraux, où la population est majoritairement noire. Si l'on manque encore en France d'analyse précise du phénomène, ces stratégies résidentielles d'évitement racial sont aux yeux des personnes interrogées très largement partagées et souvent commentées avec amertume par comparaison avec leur propre situation. Ok, donc je vais pas relancer une autre section, donc je ferai la chose la prochaine fois, juste quelques petites remarques, parce qu'en fait les situations elles sont très très similaires, notamment avec les États-Unis. Les gens ils aiment bien dire que tout est très différent avec les US, mais en fait c'est très très ressemblant. À la fois ce qui est mobilisé, la white flight, iconic ghetto, tout ce qui a été dit, en fait, on retrouve le même type de mécanisme, y compris dans le type de vote, le type d'argument qu'on peut retrouver, et y compris le type de partis d'extrême droite tels qu'ils peuvent mobiliser. Quand on écoute les discours de Trump et du Parti républicain, on est assez typiquement dans dans la droite ligne des peurs là qui sont évoquées, qui vont surtout cibler les non-blancs. Okay, et donc justifier des politiques qui sont essentiellement racistes, parce que en fait, on est typiquement dans ce genre de situation pour les blancs ici qui sont électeurs RN dans ce type de situation. Donc je trouve que ce chapitre il est très très bien pour ça, parce que il montre en fait l'aspect matériel
il montre vraiment l'aspect matériel, c'est-à-dire que quand bien même il pourrait être, dépassé, cet aspect matériel, il est très fort dans la vision du monde qu'ont les personnes, de leur position, en tant que à la fois dominé, puisque pas parmi les plus riches, mais dominant au sens où on ne veut pas être mêlé avec des populations qui ne nous ressemblent pas. Et donc, je pense qu'il y a un truc un peu central là-dessus. Le deuxième point de cette matérialité, c'est ce qui avait été dit là, c'est l'histoire du ciseau qui n'a pas la même taille en haut et en bas. L'histoire du ciseau, c'est dire que l'anxiété vis-à-vis des plus riches, elle est moins forte que vis-à-vis des non-blancs. Et encore une fois, une bonne partie de la gauche, hein, et puis bon, par exemple de Ruffin, mais de la gauche tout court, hein, et puis même de l'extrême gauche, mobilise cette symétrie, voire même insiste beaucoup sur le côté les bobos qui viennent piquer les trucs, etc., en oubliant que la principale pression, en tout cas telle qu'elle est vécue par les personnes, elle est plutôt celle raciale. Et comme je disais, ça permet de mobiliser une empathie qu'on mobilise pas du tout d'ailleurs pour les personnes racisées, mais qu'on mobilise très bien pour les pauvres blancs pauvres anxieux de leur avenir, parce que en fait ils ont peur des grands, mais en pratique ils ont surtout peur des Arabes. Et donc je dis pas qu'il faut avoir de l'empathie pour personne, mais grosso modo cette technique elle est relativement importante pour justement avoir de l'empathie et justifier en fait, y compris moi rétrospectivement peut-être pas justifier, mais en tout cas minimiser tous les aspects raciaux qui sont pour l'instant, tels qu'on vient de le décrire, centraux dans toute la dynamique de vote RN. Parce que c'est un peu la thèse totale de ce qui sort ici, c'est que depuis ce qu'on a vu, c'est quand même cette position intermédiaire, mais surtout de domination raciale, qui est très importante. Voilà. Les gens, ils n'ont pas de raison de fuir quand un médecin arabe vient s'installer à côté de chez eux, mais ils le font quand même. Parce qu'ils sont persuadés que ça dégrade, et en fuyant et en laissant le truc se dégrader, ils viennent confirmer à la fois pour l'école, à la fois pour le logement. Et c'est d'autant pire que à partir du moment où les gens fuient, ils vendent, et comme ils vendent, ça fait baisser les prix, justifiant par là même le fait qu'il y a des faibles prix dans ces trucs-là. Donc on a vraiment plein de dynamiques de cercles vicieux que structure le racisme et qui s'auto-entretient sur ces dynamiques-là. Voilà. Vous étiez un peu aujourd'hui, c'est bien, bravo. Donc mardi prochain on fait ça, donc la suite d'Euphorie. Donc n'hésitez pas à vous connecter, je mettrai cette vidéo aussi dans le YouTube, donc vous pouvez la regarder aussi en replay sans problème, si vous avez raté des bouts, des épisodes, etc. Et vous pouvez évidemment, c'est encore mieux, lire vous-même l'Euphorie. Là-dessus, je pense que c'est une lecture de 2024 qui est ultra nécessaire pour toutes les personnes qui veulent lutter contre le fascisme et l'extrême droite. Et puis, donc, jeudi prochain, après-demain, on continue le Chris Harman, le prophète et le prolétariat, et on reprend mardi prochain l'Euphorie. Et si les jeux vidéo vous intéressent, samedi soir, Resident Evil 2, le remake, pour celles et ceux que ça intéresse, vous pouvez aussi vous connecter. Voilà, salut tout le monde, très bonne soirée et à très bientôt. Ciao Super Fabli, le plus régulier de tous les viewers. Ciao, bis. Salut.